Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que je lance un nouveau programme, le programme SOS Crise. Vous avez besoin d'une solution rapide à un problème ? Vous rencontrez une crise ? Vous êtes à bout ? Vous explosez ? Vous n'en pouvez plus ? Vous avez laissé un problème s'installer et la situation dégénère ? Bref, il vous faut une solution rapide, sinon c'est la cata. Le programme SOS Crise est fait pour vous. C'est un coaching express en 3 séances. La première dure 2 heures. 2 heures pendant lesquelles nous dénouons ensemble les nœuds du problème. À la fin de cette séance, vous avez les clés pour régler la situation qui vous pose problème. Une semaine après, nous nous retrouvons pour 1 heure. Nous ferons alors le point sur l'évolution de la situation à la suite de la première séance. Nous verrons si vous avez réussi à mettre en place les outils que je vous aurai proposés et nous verrons aussi comment aller plus loin. Et enfin, quelque temps après, à vous de me dire quand vous avez besoin, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, nous ferons une dernière séance d'1 heure pour ancrer les résultats. Et profitez-en vite, car je fais une offre de lancement. Cette dernière séance est offerte jusqu'au 31 janvier. Maintenant, sans plus attendre, retour à l'épisode. Je suis ravie de vous retrouver en ce tout début d'année. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand sujet, la culpabilité. Je crois que c'est l'une des émotions négatives que l'on ressent le plus lorsqu'on est parent. J'en parlerai à plusieurs reprises au cours des épisodes que je vous proposerai, d'ailleurs j'en ai déjà parlé. La culpabilité est une question centrale dans nos vies de parents. Est-ce qu'on fait bien les choses ? Est-ce qu'on fait les choses parfaitement bien ? Si quelqu'un nous fait une recommandation, un pédiatre, un psychologue, un parent, un ami, toutes ces personnes étant bien intentionnées évidemment, sommes-nous obligés de les suivre à la lettre ? Et si on ne les suit pas à la lettre, qu'est-ce que ça dit de nous ? Que nous sommes de mauvais parents ? Que les autres nous considèrent comme de mauvais parents ? Et que signifie être un bon parent ? Est-ce que ça signifie être un parent parfait ? Qu'est-ce que ça signifie être parfait ? Est-ce que si notre enfant fait une colère, nous sommes imparfaits ? Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 6 du podcast dans lequel je déconstruis le mythe du parent parfait. Alors, qu'est-ce que la culpabilité d'abord ? Eh bien, c'est le fait de se sentir coupable. Et coupable signifie avoir commis une faute. Une faute, c'est un manquement. La faute peut être intentionnelle ou accidentelle. Se sentir coupable signifie donc que l'on a commis une faute. Prenez 2 minutes pour réfléchir. Quelle faute avez-vous commis avec vos enfants de façon intentionnelle ou accidentelle ? Réfléchissez bien. La notion de faute renvoie évidemment à l'erreur et au droit à l'erreur. J'explique comment se donner le droit à l'erreur, toujours dans l'épisode 6 sur le parent parfait. Alors je ne vais pas recommencer ici. Je veux vous donner 2 exemples dans lesquels nous pourrions ressentir de la culpabilité. Le premier exemple. Si le pédiatre nous dit qu'il faut donner un biberon de 180 ml à notre bébé, mais qu'il hurle à la mort et qu'on a l'impression qu'il a faim, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tous les enfants sont les mêmes ? Est-ce qu'ils ont tous la même faim au même moment ? Parce que si on a peur qu'ils mangent trop, on a aussi peur qu'ils ne mangent pas assez. Si le bébé ne finit pas son biberon, que se passe-t-il ? Une amie me racontait que son pédiatre lui avait conseillé de donner de l'eau à son bébé nouveau-né car il grossissait trop vite. Le bébé était à 100% allaité au sein. Il n'y avait donc aucun moyen de savoir quelle quantité de lait il prenait à chaque tétée. Son pédiatre avait trouvé qu'il grossissait trop et pour éviter que son poids soit trop important, d'ailleurs je ne crois pas qu'il y ait de graves conséquences à avoir un poids important lorsqu'on est aussi petit. Mais donc elle avait conseillé à mon amie de faire patienter le bébé avec de l'eau entre chaque tétée. Mon amie devait bien regarder l'heure, y compris la nuit, pour ne lui donner des tétées que toutes les 4 heures, je crois. Donc que devait faire mon amie à ce moment-là ?
Elle-même trouvait que donner de l'eau à un aussi petit bébé était surprenant. Son bébé n'en voudrait sûrement pas. Ce qu'il voulait, lui, c'était prendre des forces pour bien grandir, avoir le goût du bon lait de sa maman et pas avoir le goût insipide de l'eau dans la bouche. Je précise au passage que je ne fais pas une éloge à l'allaitement au sein plutôt qu'à l'allaitement au biberon. Le problème aurait sûrement été un peu différent au biberon car on peut mesurer la quantité de lait que prend le bébé. Mais enfin, si le bébé pleure quand même entre l'heure théorique de ses biberons, c'est la même chose. Donc mon ami avait plusieurs choix. Écouter religieusement la pédiatre et suivre ses instructions, ce qui aurait très certainement valu de grosses crises de larmes au bébé, ou ignorer ses recommandations. Mais dans les deux cas, elle culpabilise. Au moment où le bébé pleure parce qu'il a faim et qu'elle essaye de le calmer, peut-être pendant de longues minutes, voire de longues heures, ou pendant qu'elle donne le sein alors qu'elle aurait dû attendre et lui donner de l'eau, elle culpabilise. Elle se demande quelle est la meilleure solution. Est-ce qu'elle fait une erreur? Est-ce que la santé de son fils est en péril? Etc., etc. Et dans le cas où elle choisit de ne pas suivre les instructions du pédiatre, au prochain rendez-vous, que va-t-elle dire? Elle va se sentir gênée de ne pas avoir suivi ses instructions. Si elle choisit de mentir en disant « oui, oui, je lui donne de l'eau », est-ce que la pédiatre, en voyant la courbe du poids du bébé amplifiée, est-ce qu'elle ne va pas tirer des conclusions étranges du style « c'est pas normal qu'il grossisse autant avec aussi peu de calories ». Bref, une situation inextricable. Pour finir l'histoire, mon amie a ignoré les recommandations de la pédiatre. Il se trouve qu'elle avait les courbes de poids anciennes qui ne correspondaient plus du tout aux enfants d'aujourd'hui. Et elle a fini par changer de pédiatre. Le deuxième exemple, qui sera parlant sans doute à beaucoup d'entre vous, est le cas de la séparation, dans le cas où les deux parents se séparent. Alors c'est le seul constat que je vais faire ici. Il n'est pas obligé d'y avoir une raison grave comme la violence ou une infidélité. Les parents peuvent décider de se séparer parce qu'ils ne s'entendent plus, parce qu'ils ne s'aiment plus, parce qu'ils ont envie de vivre d'autres choses ou parce qu'ils ne sont plus en accord sur leur vie. Peu importe le cas, et dans tous les cas, lorsque l'une des personnes du couple ressent le besoin de se séparer, deux options s'offrent à elle. La première est de rester en couple, la deuxième est de se séparer. Si la personne préfère rester en couple, il faut que ce soit sincère, que cette personne se sente bien dans ce couple qu'elle maintient. Parce que si la personne décide de rester mais ressent un mal-être, devient aigrie, fait un burn-out ou autre, et je ne parle pas du cas de violence conjugale, cela va forcément avoir un impact sur la famille, à commencer par les enfants. Parce que je suis convaincue qu'il vaut mieux avoir des parents séparés mais heureux que des parents en couple et malheureux. Je le répète tellement c'est important, il vaut mieux avoir des parents séparés mais heureux que des parents en couple et malheureux. Donc si vous voulez rester en couple avec votre coparent, il faut que ce soit sincère et dans le bonheur. Sinon, il vaut mieux prendre la décision de se séparer. Même si c'est voulu, même si on a conscience que nous ne nous épanouissons plus dans notre couple et que rester signifie s'éteindre à petit feu, on peut culpabiliser. On culpabilise vis-à-vis de notre coparent et de nos enfants. Parce que la séparation va créer un grand chambardement dans leur vie. Je m'intéresse plus particulièrement à l'impact sur les enfants. C'est compliqué pour eux d'avoir deux maisons. Ils vont sûrement être tristes à l'idée de ne plus faire des choses avec leurs deux parents. Ils vont sûrement vouloir réparer la relation entre les deux parents. Ils vont peut-être faire des crises, ils vont peut-être avoir besoin d'aller chez un psy, vous aussi d'ailleurs, et votre coparent peut-être aussi. Et tout cela est une grande cause de culpabilité. Car oui, après tout, c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer, ou si vous avez subi la séparation, peut-être que vous vous torturez l'esprit en vous demandant ce que vous auriez pu faire pour ne pas qu'elle arrive. Je fais une parenthèse, si vous êtes dans ce cas, rappelez-vous de ce que je disais au début de l'exemple. Il vaut mieux avoir des parents séparés mais heureux que des parents en couple et malheureux. Alors, que peut-on faire quand ce sentiment de culpabilité s'éprend de vous? Eh bien, la culpabilité, comme le bonheur, sont des émotions. Et nous pouvons choisir nos émotions. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises et en détail dans l'épisode 4 du podcast « L'accueil des émotions ». Nous avons le choix de ressentir ou non la culpabilité. Donc ça veut dire
qu'on pourrait très bien faire le choix de ne pas ressentir de culpabilité. Mais la culpabilité a une petite particularité. C'est une émotion qu'on se rajoute à une émotion déjà négative. Par exemple, on éprouve de la frustration devant son fils qui fait une crise parce qu'il veut que son autre parent soit là, avec vous, ou on éprouve du découragement lorsqu'on est en train d'essayer de calmer son nourrisson qui a peut-être faim. Et par-dessus cette émotion de frustration ou de découragement, on se rajoute de la culpabilité. À quoi ça sert de se rajouter une couche de culpabilité dans ces situations? À rien, strictement rien. Cette émotion de culpabilité est donc inutile. Comment fait-on pour s'en débarrasser? La première étape consiste à remarquer que vous ressentez de la culpabilité. Si vous faites ça, c'est déjà un grand pas, car lorsque l'émotion de culpabilité arrive, comme toutes les émotions d'ailleurs, on l'accueille. On se dit « Tiens, je remarque que je ressens de la culpabilité ». Si vous faites ça, c'est déjà très bien. Ensuite, vous pourrez essayer d'identifier la seconde émotion, celle qui est en dessous et qui crée la culpabilité. Et de la même façon, vous l'accueillez. La seconde étape consiste à changer cette émotion, l'émotion de frustration ou de découragement, pour continuer avec mes exemples. Je vous la fais courte, car je développe tout cela dans l'épisode 4, que je vous invite à écouter ou à réécouter si vous voulez en savoir plus. Identifiez la circonstance, identifiez la pensée, identifiez l'émotion ressentie ou les émotions ressenties. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez changer la pensée initiale. Si vous changez la pensée initiale, vous allez changer l'émotion ressentie. Lorsque vous aurez trouvé la pensée qui amène une émotion positive, vous allez pouvoir constater que, d'une part, vous ne ressentez plus de la frustration ou du découragement, mais d'autre part, vous ne ressentez plus non plus la culpabilité qui les accompagnait. Et c'est tout bénef pour vous. Pour bien identifier ces émotions, il est important d'avoir un vocabulaire émotionnel développé. C'est pour cette raison que je vous mets à disposition une liste d'émotions que j'ai élaborée lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. Je vous précise au passage que je vous offre un deuxième cadeau lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. C'est les 5 étapes pour arrêter de crier. Donc si c'est pas encore fait, allez vite vous inscrire sur www.bao comme boîte à outils, donc bao-desparents.com. Pour résumer cet épisode, rappelez-vous que la culpabilité est souvent la deuxième couche d'une émotion négative. Cette deuxième couche n'est absolument pas utile. Dans un premier temps, remarquez que vous ressentez de la culpabilité. Et dans un second temps, essayez de creuser pour identifier l'émotion négative initiale, celle qui crée la culpabilité, et changez-la. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, bao-desparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Même si vous n'avez pas de compte iTunes, vous pouvez déposer un avis et un commentaire. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche d'Apple Podcast. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou même dans votre vie sentimentale. Vous trouverez toutes les informations sur le site bao-delesprit.com. À mardi prochain!